Dans le monde impitoyable de la finance parisienne, où l'ambition règne en maître, une question innocente va révéler l'une des plus belles histoires d'amour de notre époque. Quand Élise Dubois, 30 ans, PDG héritière de Dubois Finance, a demandé à Vincent Moreau, 33 ans, analyste financier et père célibataire, pourquoi il refusait tous les rendez-vous amoureux depuis 4 ans, elle ne s'attendait pas à ce que sa réponse change à jamais sa vision de l'amour véritable. Vincent quittait le bureau tous les soirs à 17h30 précise, refusait toutes les promotions et vivait comme un fantôme émotionnel. Mais derrière cette routine apparemment froide se cachait la plus belle preuve d'amour qu'Élise ait jamais vue. Un homme qui rendait visite tous les soirs à sa femme Amélie, plongée dans le coma depuis un accident de voiture, lui lisant des romans d'amour et élevant seule leur fille Emma, 8 ans, qui dessinait des images pour une maman qui ne pouvait pas les voir. L'histoire extraordinaire de comment une patronne ambitieuse a découvert que certaines promesses n'ont pas de date d'expiration et que l'amour véritable ne se mesure pas en années de bonheur, mais en années de fidélité. Une leçon magistrale sur le fait que dans un monde obsédé par aller de l'avant, il existe encore des âmes qui choisissent de rester, d'attendre, d'espérer contre tout espoir. Si vous êtes prêt pour cette histoire qui redéfinit ce que signifie aimer inconditionnellement, écrivez en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Passons maintenant à l'histoire. Élise Dubois se tenait dans l'embrasure de son bureau d'angle, les bras croisés, regardant Vincent de Moreau rassembler ses affaires à exactement 17h25. 4 ans qu'elle travaillait dans ce bâtiment et 4 ans qu'elle regardait cet homme partir à la même heure chaque jour sans exception. Ce soir, quelque chose en elle se brisa. « Pourquoi tu ne sors avec personne ?» La question quitta sa bouche avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Vincent se figea, sa main sur la poignée de porte. « 4 ans, Vincent. Pas une seule fois. Tout le monde en parle. Qu'est-ce que tu caches ?» Il se retourna lentement et pour la première fois, Élise vit quelque chose scintiller derrière ses yeux gris calmes. Pas de la colère, pas de la défensive, juste une lassitude si profonde qu'elle semblait sans fond. « Tu veux vraiment savoir ?» Élise hocha la tête, son cœur battant soudainement la chamade. Elle n'avait aucune idée que sa réponse briserait tout ce qu'elle pensait comprendre sur l'amour, sur le sacrifice, sur les promesses que les gens font et celles qu'ils tiennent vraiment. 6 mois plus tôt, Élise Dubois était entrée dans Dubois Finance en tant que plus jeune PDG de l'histoire de l'entreprise. La plaque nominative sur sa porte ressemblait à la fois à une réussite et à une accusation. Son père avait construit cette société de rien. Et maintenant, à 30 ans, elle était censée prouver que sa retraite était une transition plutôt qu'une capitulation. La première semaine, elle s'enterra dans les rapports de performance. Les chiffres ne mentaient jamais. Les chiffres ne chuchotaient jamais derrière votre dos sur le népotisme ou ne questionnaient jamais si vous aviez mérité votre place à la table. Elle examina chaque département, chaque chef d'équipe, chaque analyste, cherchant des modèles qui l'aideraient à comprendre la machine qu'elle commandait maintenant. C'est là qu'elle remarqua d'abord Vincent Moreau. Son dossier était remarquable dans sa constance. 4 ans d'évaluation de performance impeccable. Pas une seule erreur dans ses rapports trimestriels, des notes de satisfaction client qui se classaient constamment dans les 3% supérieurs de toute l'entreprise. Il était le genre d'employé pour lequel les entreprises se battaient pour recruter et que les concurrents essayaient de débaucher. Pourtant, il avait décliné chaque promotion qui lui était offerte. 3 fois, il avait été recommandé pour chef d'équipe. 3 fois, il avait poliment refusé. Élise l'appela dans son bureau un mardi après-midi. Il arriva exactement à l'heure, ni en avance ni en retard, et s'assit en face d'elle avec la patience tranquille d'un homme qui avait appris à attendre. « Monsieur Moreau, j'ai examiné votre dossier. » Elle garda sa voix professionnellement neutre. « Vous êtes l'un de nos plus forts performeurs. Pourquoi avez-vous refusé chaque opportunité de leadership ?» Vincent croisa son regard sans ciller. « Je préfère partir à 17h30. Le poste de chef d'équipe nécessite plus d'heures. » Élise se pencha vers l'avant, sincèrement perplexe. Dans son monde, l'ambition était l'oxygène. Tout le monde voulait grimper, tout le monde voulait plus. La plupart des gens tueraient pour ces opportunités. Pourquoi ne voulez-vous pas avancer? Pas tout le monde, mademoiselle Dubois. Sa voix était calme, presque douce.
Certains d'entre nous ont déjà trouvé vers quoi nous grimpons. Elle l'avait congédié alors, frustrée par sa réponse cryptique et son manque apparent d'ambition. Mais ces mots persistaient dans son esprit comme une écharde qu'elle ne pouvait pas tout à fait retirer. Ce vers quoi Vincent Moreau grimpait devint clair à 17h32 ce même soir. Il sortit du garage et se fondit dans la circulation, sa route si familière qu'il aurait pu la conduire les yeux bandés. 20 minutes plus tard, il tourna dans l'entrée bordée d'arbres de la maison de soins Sainte-Catherine. Les infirmières au bureau d'accueil hochèrent en le voyant passer. Elles avaient cessé de lui demander de signer depuis des années. La chambre 217 était au bout du couloir est où la lumière de l'après-midi durait le plus longtemps. Amélie était allongée exactement comme elle l'avait été pendant 4 ans, sa poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme régulier du respirateur. Ses cheveux avaient poussé depuis l'accident, et Vincent avait appris à les brosser lui-même, comme elle les aimait, tirés en arrière de son visage. Il tira la chaise près de son lit et prit sa main. « Salut, mon amour. Longue journée aujourd'hui. On a une nouvelle PDG, la fille du patron. Elle semblait intelligente, mais elle m'a demandé pourquoi je ne voulais pas être manager. » Il rit doucement. Je n'ai pas su comment expliquer que j'ai déjà le travail le plus important du monde. Il lui lut pendant 1 heure le même livre qu'ils avaient commencé avant l'accident. Un roman d'amour qu'elle avait ramassé dans une librairie d'aéroport. Les pages maintenant douces à force d'être manipulées. Ils ne sautaient jamais rien. Ils le finiraient ensemble, même si ensemble ressemblait maintenant à quelque chose de différent de ce que l'un ou l'autre avait imaginé. À 19h, il conduisit jusqu'au programme parascolaire d'Emma. Sa fille éclata par les portes avec l'énergie débordante d'une enfant de 8 ans qui était restée assise trop longtemps. « Papa, dit-elle en grimpant dans la voiture, Madame Martin a raconté la blague la plus drôle aujourd'hui sur un pingouin et un bonhomme de neige. Tu l'as raconté à maman? » Vincent attacha sa ceinture de sécurité et embrassa le dessus de sa tête. « Je l'ai fait, elle aurait ri. » Ils cuisinèrent le dîner ensemble ce soir-là, des spaghettis avec trop d'ail, comme Amélie les faisait. Emma mit 3 couverts à table, incluant la chaise vide qu'il n'enlevait jamais. Après les devoirs et le bain et un chapitre de plus de Charlotte et sa toile, Vincent borda sa fille dans son lit et éteignit la lumière. Il s'assit seul dans la cuisine sombre jusqu'à presque minuit, fixant la photo de mariage sur le réfrigérateur. Dessus, Amélie riait à quelque chose qu'il avait murmuré à son oreille, son voile pris dans le vent, tous les deux si jeunes qu'ils avaient à peine l'air d'adultes. Il ne pleura pas. Il avait arrêté de pleurer après la première année quand il avait réalisé que les larmes ne changeaient en rien et que l'énergie était mieux dépensée pour les vivants. Mais il se permettait ces moments tranquilles de souvenir, d'honorer ce qui avait été, d'attendre ce qui pourrait encore venir. Certaines promesses, avait-il appris, n'avaient pas de date d'expiration. 1 mois passa et Élise se retrouva à prêter plus d'attention à Vincent Moreau qu'elle ne voulait l'admettre. Cela commença petit. Elle remarqua qu'il déjeunait seul à son bureau, ne se joignant jamais au groupe qui se rassemblait dans la salle de pause. Elle remarqua qu'il déviait les questions personnelles avec une aisance pratiquée, redirigeant les conversations vers des sujets de travail avec l'habileté de quelqu'un qui l'avait fait 1000 fois. Elle remarqua que son bureau ne contenait aucune photo, aucun objet personnel, rien qui donnerait un indice sur qui il devenait après 17h30 chaque soir. La première vraie fissure dans son armure apparut un jeudi après-midi. Élise marchait vers sa voiture quand elle aperçut Vincent dans le parking, le téléphone pressé contre son oreille. Elle ralentit son allure, pas tout à fait écoutant aux portes, mais ne se dépêchant pas non plus. « Je serai là dans 20 minutes. » Sa voix était différente de ce qu'elle avait jamais entendu, douce, inquiète, tendre. Comment était-elle aujourd'hui? Une pause. Alors elle semblait à l'aise. « Bien, c'est bien, dis-lui que j'arrive. » Il termina l'appel et partit sans remarquer Élise debout 3 rangées plus loin, ses clés de voiture oubliées dans sa main. Le lendemain matin, elle fit quelque chose dont elle n'était pas entièrement fière. Elle demanda à Tina au RH de sortir les informations de contact d'urgence de Vincent Moreau. Juste au cas où, se dit-elle. Pour le dossier, il n'y avait qu'un seul numéro listé. Maison de soins Sainte-Catherine.
Élise passa son heure de déjeuner à rechercher l'établissement sur son ordinateur portable. Sainte-Catherine était spécialisée dans les patients avec des lésions cérébrales graves, des comas et des états végétatifs persistants. Il fournissait des soins 24h/24 pour des personnes qui ne pouvaient pas prendre soin d'elles-mêmes, des personnes dont les familles n'avaient pas abandonné l'espoir. Ses mains tremblèrent légèrement quand elle ferma le navigateur. Vincent Moreau avait quelqu'un dans cet établissement, quelqu'un qu'il visitait chaque jour, quelqu'un qu'il appelait en route pour demander si elle semblait à l'aise. Elle. Qui était-elle? Ce vendredi, l'entreprise organisa son happy hour mensuel dans un bar du centre-ville. Élise y assista parce qu'on s'y attendait, sirotant un verre de vin pendant qu'elle faisait de la conversation polie avec des chefs de département qui essayaient trop fort de l'impressionner. Vincent, bien sûr, n'était pas là. 5 € qu'il a une petite amie secrète, annonça Tina à un groupe rassemblé près de la table de billard. Aucun homme aussi beau reste célibataire pendant 4 ans sans raison. Ou peut-être qu'il est juste bizarre, offrit quelqu'un d'autre. Vous avez déjà remarqué qu'il ne parle jamais de sa vie? C'est comme s'il n'existait pas en dehors de ce bureau. Élise ne dit rien. Elle en savait plus qu'eux maintenant, mais la connaissance pesait lourd dans sa poitrine, se sentant moins comme de l'information et plus comme un fardeau qu'elle n'avait pas demandé à porter. Ce week-end, Vincent et Emma firent leur visite régulière à Sainte-Catherine. Emma avait passé toute la matinée du samedi sur un nouveau dessin, sa langue sortant de concentration pendant qu'elle sélectionnait exactement les bonnes nuances de vert et de bleu. « C'est nous au parc », expliqua-t-elle en tenant l'image finie. « Regarde, il y a toi et il y a moi et il y a maman. » Elle porte sa robe jaune, celle qu'elle portait pour mon anniversaire avant. Vincent étudia le dessin avec le sérieux qu'il méritait. Dans l'image, toutes les 3 étaient debout. Toutes les 3 souriaient. Toutes les 3 étaient ensemble. « C'est magnifique, ma chérie. Allons le montrer à maman. » Ils scotchèrent l'image au mur à côté du lit d'Amélie, à côté de dizaines d'autres qu'Emma avait faites au fil des années. Une galerie d'espoir rendue en crayons de couleur et crayons documentant chaque fête, chaque étape importante, chaque jour ordinaire qu'Amélie avait raté, et Emma refusait de lui laisser rater entièrement. « Tu penses qu'elle les voit ?» demanda Emma, sa petite main enroulée autour des doigts immobiles de sa mère. Vincent s'agenouilla à côté de sa fille, ses yeux sur le visage paisible de sa femme. « Je pense qu'elle les ressent, et c'est suffisant. » Il le croyait, il devait le croire. L'alternative était insupportable. Le gala annuel de charité était l'événement le plus important du calendrier social de Dubois Finance. Les clients majeurs y assistaient. Les investisseurs potentiels rôdaient. Et la réputation de l'entreprise était polie et affichée comme de l'argent à un dîner formel. Élise avait besoin de Vincent, là. Il était le seul analyste qui comprenait les subtilités de leur portefeuille d'investissement assez bien pour répondre aux questions techniques que les clients quêtes et riches posaient inévitablement. Elle le convoqua dans son bureau pour délivrer la nouvelle. Le gala de la Fondation Hartwell est samedi soir prochain. J'ai besoin de vous là. L'expression de Vincent ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se décala presque imperceptiblement. J'ai des engagements. Reportez-les. Je ne peux pas. Élise sentit sa frustration monter. Elle était habituée à ce que les gens lui disent oui, surtout les employés dont les carrières dépendaient de sa bonne opinion. Monsieur Moreau, ce n'est pas optionnel. Alors je m'excuse, mais je ne pourrai pas assister. Ils se fixèrent à travers son bureau, aucun ne voulant céder. Finalement, Élise posa une question qu'elle n'avait jamais pensé à poser auparavant. Chaque soir, vous avez des engagements, chaque seul soir. Quelque chose passa sur le visage de Vincent, surprise peut-être, ou la faible reconnaissance d'être vraiment vue. Oui, mademoiselle Dubois. Chaque seul. Élise se pencha en arrière dans sa chaise, l'étudiant. L'analyste qui ne travaillait jamais tard. Le veuf qui n'était pas techniquement veuf. L'homme qui partait à 17h30 chaque jour sans exception parce que quelqu'un quelque part l'attendait. Et si je déplaçais le gala à samedi après-midi, s'entendit-elle dire, est-ce que ça marcherait? Vincent cligna des yeux. En 4 ans dans cette entreprise, personne n'avait jamais ajusté un horaire pour l'accommoder.
Personne n'avait jamais demandé ce qui rendrait les choses plus faciles plutôt que simplement exiger la conformité. Vous feriez ça? J'ai besoin de vous là. Et vous avez quelque part où être le soir. Cela semble un compromis raisonnable. Elle garda sa voix professionnelle, mais quelque chose de plus doux s'était glissé autour des bords. Je déplacerai l'heure de début à 14 heures, mais j'ai besoin de vous là jusqu'à au moins 16h45. Vincent considéra pendant un long moment. 16h45, pas plus tard. Marché. Le gala fut un succès selon tous les standards mesurables. Vincent arriva dans un costume sombre qui le faisait ressembler à une personne entièrement différente. Confiant et commandant d'une façon que son comportement habituel au bureau ne faisait qu'indiquer. Il charma les clients, répondit à chaque question technique avec aisance et se conduisit avec une autorité tranquille qu'Élise se retrouva à observer chaque fois qu'elle pensait qu'il ne regardait pas. À 16h43, il s'approcha d'elle près de la table des desserts. « Mademoiselle Dubois, merci pour l'accommodation. Je dois partir maintenant. » Elle hocha, surprise par le petit pincement de déception qu'elle ressentit. « Bien sûr, vous avez fait plus que suffisant. » Il était parti avant que l'horloge sonne 16h45. Un investisseur aux cheveux argentés se dirigea vers Élise, verre de champagne à la main. « Votre meilleur gars vient de partir. Tout va bien? » Élise regarda la porte par laquelle Vincent avait disparu, quelque chose changeant dans sa poitrine. Il a quelque part de plus important où être. Les mots la surprirent, Elle n'avait jamais dit quelque chose comme ça à propos d'un employé avant. Elle n'avait jamais cru que quoi que ce soit puisse être plus important que le travail. Mais regarder Vincent Moreau sortir de cette salle de bal, elle se demanda si peut-être elle avait mesuré l'importance par la mauvaise échelle entièrement. Élise commença à remarquer des choses qu'elle avait été trop occupée à voir auparavant. Elle remarqua que Vincent prenait toujours les escaliers au lieu de l'ascenseur, comme s'il avait appris à conserver son énergie émotionnelle pour des endroits où cela comptait plus. Elle remarqua qu'il gardait une petite montre en argent dans le tiroir de son bureau, une qu'il tenait parfois, mais ne portait jamais. Elle remarqua que lors des rares occasions où il souriait, l'expression transformait tout son visage et le faisait paraître des années plus jeune. Elle se demandait qui il avait été avant ce qui lui était arrivé pour le rendre ainsi. La réponse vint en morceaux au cours des semaines suivantes. Le premier morceau arriva quand Vincent appela malade sans prévenir un jeudi matin. Quand il revint le lendemain, un collègue demanda s'il avait profité de son jour de congé. « Ma fille était malade, » dit simplement Vincent. « Elle va mieux maintenant. » Fille, il avait une fille. Élise sortit son dossier à nouveau, quelque chose qu'elle faisait avec une fréquence inconfortable. Contact d'urgence numéro 2 était effectivement un enfant, Emma Moreau, âge 8 ans. Le numéro de contact était pour son école primaire. Il n'y avait aucune mère listée nulle part. Le deuxième morceau vint plus tard cette même semaine. Vincent avait quitté son bureau brièvement et Élise se retrouva à passer devant, ses yeux attirés par le seul objet personnel qu'il gardait dans son tiroir. La montre en argent. Elle pouvait voir maintenant que c'était une montre de femme, délicate et à l'ancienne, le genre qui aurait pu être transmis à travers les générations. Une montre d'épouse, une montre de mère. Le troisième morceau arriva un soir quand Élise resta tard pour finir un rapport. À 18 heures, elle regarda par sa fenêtre et remarqua la voiture de Vincent encore dans le parking. C'était inhabituel, il était toujours parti à 17h35 au plus tard. Elle marcha jusqu'au parking, se disant qu'elle prenait juste l'air frais. Sa voiture était garée à sa place habituelle et à travers le pare-brise, elle pouvait le voir assis immobile sur le siège conducteur, sa tête reposant sur le volant. Pas endormi, juste immobile, juste fatigué, juste se tenant ensemble dans le seul espace privé qui lui était disponible. Élise leva sa main pour frapper à la vitre, puis s'arrêta. Ce n'était pas à elle de s'immiscer. Quel que soit le poids que Vincent Moreau portait, il ne lui avait pas demandé de l'aider à le porter. Elle retourna vers le bâtiment sans faire de bruit, mais l'image resta avec elle. Un homme bien seul dans un parking, rassemblant la force de faire face à ce qui l'attendait ensuite. Pendant ce temps, à Sainte-Catherine, Vincent lisait à Amélie le chapitre suivant de leur livre. Emma s'était rétablie de sa fièvre et avait insisté pour venir.
Elle tenait la main de sa mère pendant que Vincent lisait, ajoutant occasionnellement des commentaires sur les choix des personnages qui faisaient sourire Vincent malgré lui. « Maman, je vais mieux », rapporta Emma, sa voix portant le poids sérieux d'importantes nouvelles. « Papa a pris soin de moi, exactement comme tu l'aurais fait. Il a fait de la soupe et tout, même s'il a mis trop de sel dedans. »« Je n'ai pas fait ça, » protesta Vincent. « Tu l'as totalement fait, mais je l'ai mangé quand même parce que tu as essayé fort. » Vincent regarda le visage paisible de sa femme, puis celui animé de sa fille. Les deux personnes qu'il aimait le plus au monde, une qui ne pouvait pas l'entendre et une qui entendait tout. « Ta mère, » dit-il doucement, « serait très fière de ton courage, Emma. » Emma rayonna. « Je sais, je lui ai déjà dit. » La maison de soins Sainte-Catherine n'était pas sur le calendrier d'Élise. La visite était officiellement à propos des dons annuels de charité de l'entreprise, spécifiquement la décision sur quels organismes de soins de santé à but non lucratif recevraient des subventions de la Fondation du Bois. Mais pendant qu'elle marchait à travers les portes d'entrée avec le directeur de l'établissement, Élise savait qu'elle était vraiment ici à cause de l'homme qui visitait la chambre 217 chaque soir. La visite était complète. Ils virent l'aile de physiothérapie, le centre de soutien familial, le jardin commémoratif où les proches des patients pouvaient trouver des moments de paix. Le directeur parla des défis des soins de longue durée, de l'importance de l'implication familiale, des petites victoires qui soutenaient l'espoir. « Nos résidents sont ici parce que quelqu'un a refusé d'abandonner », expliqua le directeur. « Chaque personne dans ce bâtiment a au moins une personne qui croit qu'elle vaut la peine de se battre. » Ils tournèrent dans le couloir est et le cœur d'Élise commença à battre la chamade. À travers la fenêtre de la chambre 217, elle pouvait voir Vincent Moreau assise à côté d'un lit d'hôpital. Une femme était allongée immobile sous les couvertures, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec une régularité mécanique. Vincent lisait à haute voix d'un livre, ses lèvres bougeant, sa main libre enroulée autour des doigts de la femme. Élise s'arrêta de marcher. Elle ne pouvait pas bouger, ne pouvait pas respirer, ne pouvait pas détourner le regard. « C'est l'un de nos résidents de plus longue durée », dit le directeur suivant son regard. « Lésion cérébrale traumatique d'un accident de voiture il y a environ 4 ans. Son mari vient tous les jours sans exception. Pluie ou soleil, jour de semaine ou week-end, chaque soir. Marie. » Le mot frappa Élise comme un coup physique. Pas une mère, pas une sœur. Sa femme. Il lui lit, lui parle, brosse ses cheveux. Certaines de nos familles peinent à visiter une fois par mois, mais cet homme, il n'a jamais manqué un jour. Pas un jour en 4 ans. Élise regarda Vincent tourner une page et continuer à lire, complètement inconscient de sa présence. Son visage était doux d'une façon qu'elle n'avait jamais vue au bureau, dépouillé de toute l'armure professionnelle qu'il portait entre 9h et 17h30. C'était l'homme qu'il était vraiment, c'était où il allait. C'était pourquoi il refusait les promotions et sautait les happy hours et partait à la même heure chaque jour. Il n'était pas froid ou antisocial ou manquant d'ambition. Il était amoureux. Toujours. Après tout. Élise sortit du bâtiment sans terminer la visite. Elle s'assit dans sa voiture dans le parking et pleura pour la première fois en années. D'énormes sanglots haletants qui semblaient venir d'un endroit plus profond que sa poitrine. Elle avait 30 ans. Elle n'avait jamais aimé quelqu'un de la façon dont Vincent Moreau aimait la femme dans ce lit d'hôpital. Elle ne s'en était jamais même approchée. Elle avait choisi la carrière plutôt que la connexion à chaque carrefour, se disant que l'amour pouvait attendre, qu'il y aurait du temps plus tard, que le succès était la chose pour laquelle il valait la peine de sacrifier. Mais Vincent avait sacrifié le succès pour l'amour. Il avait choisi la présence plutôt que la promotion, la dévotion plutôt que l'avancement, les promesses plutôt que l'ambition. Et assise dans ce parking, regardant le soleil d'automne s'enfoncer vers l'horizon, Élise réalisa qu'elle avait mesuré sa propre valeur par la mauvaise échelle entièrement. Elle retourna au travail le lendemain et ne dit rien. Elle traita Vincent exactement comme elle l'avait toujours fait, professionnelle et courtoise. Maintenant, cependant, elle terminait leur réunion 5 minutes plus tôt sans qu'on le lui demande. Maintenant, elle ne programmait jamais rien qui pourrait le mettre en retard. Maintenant, elle comprenait ce que 17h30 signifiait.
Cela signifiait « je t'aime », cela signifiait « j'arrive », cela signifiait « je n'arrêterai jamais ». Certains secrets qu'elle avait appris n'étaient pas les siens à exposer, mais elle pouvait les honorer tranquillement dans les petits espaces où vivait le respect. L'acquisition Whitmore nécessitait de longues heures et une analyse soigneuse, ce qui signifiait que Vincent et Élise se retrouvaient à travailler ensemble plus étroitement que jamais auparavant. Elle s'assura qu'ils finissent à 17h25 chaque jour. Il remarqua. « Vous n'avez pas à m'accommoder, dit-il un après-midi. Je sais que ça crée du travail supplémentaire pour vous. » Élise leva les yeux de son ordinateur portable. « Tout le monde a ses priorités, Monsieur Moreau. J'apprends à les respecter. » Quelque chose changea entre eux. Après ça, les conversations devinrent plus longues, dépassant les feuilles de calcul et les projections vers un territoire qui semblait presque personnel. Élise lui parla de la pression de suivre les pas de son père, des membres du conseil qui questionnaient ses qualifications, de la solitude d'être la fille du patron dans une entreprise pleine de gens qui voyaient son nom avant de voir son travail. Vincent écouta sans jugement, sans conseil, sans essayer de réparer quoi que ce soit. Il comprit simplement, et cette compréhension ressembla à un cadeau. « Avez-vous déjà l'impression de courir vers quelque chose que personne d'autre ne voit ?» demanda-t-elle un soir. Vincent fut silencieux un moment, tous les jours. Le moment presque arriva un mercredi quand le programme parascolaire d'Emma ferma inopinément pour une formation du personnel. Vincent n'eut pas le choix que de l'amener au bureau. Élise les découvrit dans la salle de repos. Vincent réchauffait des nuggets de poulet au micro-ondes pendant qu'Emma coloriait à la table avec une concentration intense. « Mademoiselle Dubois, voici ma fille, Emma. » Emma leva les yeux avec des yeux curieux. « Tu es jolie, papa n'a pas dit que tu étais jolie. » Les oreilles de Vincent rougirent quand... « Emma, qu'est-ce que j'ai dit? C'est vrai, qu'est-ce que tu coloriais? » Emma tint le dessin. Un rendu au crayon de 3 figures debout devant une maison. Une image pour ma maman. On va la mettre sur son mur avec toutes les autres. Élise regarda Vincent, vit l'ombre qui traversa son visage et comprit plus qu'Emma n'avait l'intention de révéler. « C'est magnifique. Ta maman a de la chance d'avoir une artiste si talentueuse. » Emma rayonna. « C'est ce que papa dit aussi. » Plus tard, quand Vincent sortit chercher la veste d'Emma dans la voiture, Élise se retrouva seule avec la petite fille. « Ton père est un homme bien, dit-elle. Tu as de la chance de l'avoir. » Emma leva les yeux de son coloriage, soudain sérieuse de la façon que les enfants deviennent parfois quand ils sont sur le point de dire quelque chose d'important. Il est le meilleur, même quand c'est difficile. Surtout quand c'est difficile. Élise voulut demander ce que difficile signifiait. Elle voulut comprendre le poids que cet enfant portait si gracieusement. Mais Vincent revint avant qu'elle puisse former la question, et le moment passa comme de la fumée à travers une moustiquaire. « Es-tu l'ami de mon papa ?» demanda Emma pendant qu'il partait. Élise fit une pause. « Je pense, oui. » Emma hocha solennellement. « Bien, il a besoin d'amis. Il ne laisse pas les gens entrer. » Les mots restèrent avec Élise longtemps après que les Moreau soient rentrés chez eux. Ils ne laissent pas les gens entrer. Une observation si simple d'une enfant de 8 ans. Et pourtant, elle contenait tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur l'homme à qui elle ne pouvait pas arrêter de penser. Maintenant, il se tenait dans son bureau à 19h. 6 mois d'histoire pendus entre eux, et Élise avait finalement posé la question qui brûlait dans sa poitrine depuis le jour où elle l'avait vu à travers cette fenêtre d'hôpital. « Pourquoi tu ne sors avec personne ?» Vincent ne s'assit pas. Il se tint près de la porte, sa main encore reposant sur la poignée, prêt à partir à tout moment. Mais il ne partait pas. « Tu veux vraiment savoir ?» « Oui. » Il fut silencieux si longtemps qu'Élise pensa qu'il pourrait ne pas répondre. Puis il commença à parler, et sa voix portait un poids qui rendait l'air dans la pièce plus lourd. « Ma femme, Amélie. Il y a 4 ans, un conducteur ivre a grillé un feu rouge et a percuté sa voiture. Elle était en route pour rentrer de la baby shower de sa sœur. À 43 minutes de notre porte d'entrée. » Il fit une pause. Elle a survécu. Techniquement, mais elle ne s'est jamais réveillée. Élise sentit le sol basculer sous ses pieds. Elle avait su de sa visite à Sainte-Catherine, mais l'entendre le dire était différent. Entendre la platitude pratiquée de sa voix,
La façon dont il rapportait les faits comme des points de données dans un rapport trimestriel fit mal à sa poitrine. Les médecins m'ont dit qu'elle ne récupérerait jamais, continua Vincent. État végétatif persistant. Ils ont recommandé de retirer le support vie. La laisser partir, ils appelaient en ça. Comme si elle était un ballon que je pouvais simplement choisir de relâcher. Il regarda Élise alors, et elle vit les 4 ans de douleur accumulés scintiller derrière sa façade calme. Ses parents étaient d'accord avec les médecins. Ils ont tenu un service commémoratif. Ils l'ont pleuré et ont continué. Un sourire amer traversa son visage, mais je ne pouvais pas. Parce qu'elle est encore ici, elle respire encore, son cœur bat encore, et je lui ai fait une promesse. Quelle promesse, dans la maladie et la santé, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Vincent prononça les mots comme une prière. Elle n'est pas morte, Élise, elle attend juste. Et je n'abandonnerai pas pendant qu'elle attend. Le silence s'étira entre eux. Élise pensa à toutes les suppositions qu'elle avait faites sur cet homme. Froid, antisocial, sans ambition, comme elle s'était trompée, comme elle s'était terriblement, complètement trompée. Pourquoi ne pas la laisser partir, murmura-t-elle. Tout le monde l'a fait. La voix de Vincent s'adoucit. Parce qu'elle aurait attendu pour moi. Si nos situations étaient inversées, Amélie aurait été là chaque jour, me lisant, me parlant, refusant d'abandonner. C'est qui elle était, c'est qui elle est encore quelque part à l'intérieur. Il fit une pause. Et Emma a besoin de savoir que sa mère est encore ici, même si elle ne peut pas la serrer en retour. Certaines promesses n'ont pas de date d'expiration. Élise sentit des larmes brûler derrière ses yeux. « Tu l'aimes encore ?» Chaque jour. Les mots vinrent sans hésitation, plus que le jour où je l'ai épousée. « C'est pourquoi tu ne sors avec personne ?» Vincent croisa finalement son regard directement et Élise vit quelque chose là qui fit s'arrêter son souffle. Reconnaissance, compréhension, l'accusé de réception d'une question qui avait des couches au-delà de sa surface. Tu as demandé pourquoi je ne sortais avec personne. C'est pourquoi. Pour moi, ce serait tromper. Pas légalement, pas techniquement, mais au vœu que j'ai fait, ce serait une trahison. Et je ne ferais pas ça. Pas tant qu'elle respire encore. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Élise pensa à elle-même à 30 ans, non mariée, sans attache, n'ayant jamais aimé quelqu'un assez pour les attendre à travers quoi que ce soit. Elle pensa à sa propre vie, au luxe et à la facilité de celle-ci. La façon dont elle n'avait jamais eu à s'inquiéter de comment elle paierait le dîner ou si elle pourrait se permettre la garde d'enfants. Elle pensa au vide qui s'asseyait au centre de son monde, aux relations qui semblaient creuses, aux amis qui étaient plus intéressés par les apparences que par la substance. Elle avait tout, et pourtant elle n'avait rien. Et voici Vincent Moreau, qui avait construit toute sa vie autour d'une promesse à une femme qui ne pouvait même pas ouvrir les yeux pour le voir la tenir. « Je suis désolée, dit-elle, et sa voix se brisa sur les mots. Pour chaque fois que j'ai pensé que tu étais froid, pour chaque fois que j'ai jugé ton départ précoce, pour chaque fois que j'ai supposé que tu ne t'en souciais pas. Tu ne savais pas. » Sa voix était douce, sans accusation. « Personne ne sait. Je préfère ça ainsi. » Il ouvrit la porte, puis fit une pause. « Merci d'avoir demandé, Élise. La plupart des gens supposent juste. Ils décident que je suis étrange ou antisocial ou cache quelque chose de honteux. Tu es la première personne en 4 ans qui a vraiment voulu connaître la vérité. » Il fit un pas dans le couloir sombre et juste avant que la porte se ferme derrière lui, Élise l'entendit ajouter « Ça signifie plus que tu ne le sais. » Elle se tint seule dans son bureau longtemps après qu'il soit parti, fixant l'embrasure vide, sentant quelque chose changer en elle qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Élise ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta dans son lit coûteux, dans son appartement coûteux, fixant le plafond, rejouant les mots de Vincent dans son esprit. Certaines promesses n'ont pas de date d'expiration. Elle pensa à la femme allongée dans la chambre 217 et à l'homme qui la visitait chaque jour, et à la petite fille qui dessinait des images pour une mère qui pourrait ne jamais les voir. Elle pensa à sa propre vie, aux choix qu'elle avait faits, aux relations qu'elle avait sacrifiées sur l'autel du succès. 30 ans, PDG d'une entreprise prospère,
et elle n'avait jamais aimé quelqu'un de la façon dont Vincent Moreau aimait sa femme. Avait-elle jamais aimé quelqu'un du tout? Le matin suivant, elle arriva au bureau tôt, s'attendant à moitié à ce que les choses se sentent différentes. Mais Vincent était déjà à son bureau, travaillant sur les mêmes rapports qu'il travaillait toujours, et il la salua avec le même hochement professionnel qu'il donnait toujours. Rien n'avait changé, et tout avait changé. Élise arrêta de le pousser à réseauter. Elle arrêta de faire des allusions aux promotions. Elle arrêta de traiter ses départs de 17h30 comme un inconvénient personnel. Au lieu de cela, elle commença à les protéger, programmant autour d'eux, les défendant auprès des membres du conseil qui questionnaient pourquoi leur meilleur analyste n'assistait jamais aux événements du soir. « Il a des responsabilités », leur dit-elle, « plus importantes que les cocktails. » Elle prit une autre décision qu'elle ne dit à personne. Elle appela Sainte-Catherine et demanda à parler avec le directeur qu'elle avait rencontré pendant sa visite. Elle expliqua que Dubois Finance voulait faire un don anonyme au fonds de soins de longue durée, spécifiquement pour couvrir les coûts pour une patiente nommée Amélie Moreau. « Combien ?» demanda le directeur. « Assez pour couvrir ses soins pour les 5 prochaines années. » Quel que soit ce nombre, le directeur fut silencieux un moment. « C'est très généreux. Puis-je demander pourquoi cette patiente spécifiquement? » Élise pensa à Vincent assis dans sa voiture dans le parking, trouvant la force de faire face à un autre jour. Elle pensa à Emma dessinant des images pour une mère qui pourrait ne jamais se réveiller. Elle pensa à l'amour qui ne demandait rien en retour. « Parce que certaines promesses méritent d'être soutenues, » dit-elle, « même celles que nous ne faisons pas nous-mêmes. » Le week-end suivant, Vincent et As et Emma firent leur visite habituelle à la chambre d'Amélie. Emma avait créé un nouveau dessin et elle bavardait avec excitation pendant qu'ils marchaient dans le couloir est. « Celui-ci est différent, papa. Regarde. » Vincent examina l'image. 3 figures se tenaient au premier plan, Emma, Amélie et lui-même. Mais en arrière-plan, légèrement à part du groupe familial, se tenait une 4e figure, une femme aux cheveux bruns foncés, les regardant avec un petit sourire. « Qui est-ce » demanda Vincent. « La dame gentille à ton travail, celle qui a posé des questions sur toi. » Emma étudia son propre dessin de façon critique. « Elle a l'air seule, tu ne penses pas ?» Comme si elle cherchait ces gens, mais ne les avait pas encore trouvés. Vincent fixa la figure au crayon, quelque chose changeant dans sa poitrine qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Élise Dubois, rendue dans les traits simples d'un enfant, se tenant au bord de son portrait de famille. « Tu lui as parlé de maman » demanda Emma. « Oui. »« Bien. » Emma hocha avec la certitude des très jeunes. Elle semblait être quelqu'un qui comprendrait. Ce lundi, Vincent fit quelque chose qu'il n'avait pas fait en 4 ans. Quand son équipe annonça qu'ils allaient déjeuner ensemble, au lieu de décliner comme il le faisait toujours, il hésita. « Je peux rester 30 minutes, » dit-il. Ses collègues le fixèrent comme s'il avait annoncé qu'il déménageait sur Mars. « Tu viens déjeuner » demanda Tina des RH. « Volontairement ?»« 30 minutes, » répéta Vincent. « C'est tout ce que je peux épargner. » Depuis l'autre côté de la pièce, Élise le regarda partir avec le groupe, quelque chose de chaud se répandant dans sa poitrine. C'était une petite chose, une demi-heure avec des collègues, mais elle comprenait ce que cela signifiait. Les murs qu'il avait construits ne tombaient pas, mais ils y ouvraient une porte, juste une fissure, juste assez pour laisser passer un rayon de lumière. Elle sourit, et quand Vincent regarda par-dessus son épaule avant d'entrer dans l'ascenseur, elle pensa qu'elle le vit sourire aussi. 3 mois plus tard, Élise reçut un appel téléphonique qui changea tout. C'était le directeur de Sainte-Catherine appelant pour la remercier du don qui avait permis à l'établissement de fonctionner à travers un trimestre difficile. Mais à la fin de l'appel, presque comme une réflexion après coup, elle mentionna quelque chose d'autre. « Vous pourriez être intéressé de savoir qu'une de nos patientes de longue durée, Amélie Moreau, elle a montré des signes de réactivité la semaine dernière pour la première fois depuis son admission. » Le cœur d'Élise s'arrêta. Quel genre de signe? Son mari lui lisait et elle a serré sa main. Pas un réflexe, une pression intentionnelle. Ses médecins sont prudemment optimistes. Élise la remercia et raccrocha. Elle s'assit très immobile à son bureau longtemps, pensant à Vincent lisant à sa femme jour après jour, année après année,
attendant exactement ce genre de miracle. Ce soir-là, la famille Moreau se rassembla dans la chambre 217 pour la première fois comme une famille qui pourrait avoir un avenir. Emma s'assit d'un côté du lit, ses petits doigts enroulés autour de la main de sa mère. Vincent s'assit de l'autre, lisant d'un livre familier. Sa voix était stable, mais sa main libre tremblait légèrement. Et ils vécurent, lut-il, non pas heureux pour toujours, parce que ce n'est pas comme ça que la vraie vie fonctionne, mais ils vécurent ensemble, et c'était suffisant. Il ferma le livre et regarda le visage paisible de sa femme. Ses paupières flottèrent, juste à peine, et ses doigts bougèrent contre sa paume. « Prends ton temps, murmura-t-il. Je ne vais nulle part. Je ne suis jamais allé nulle part. Je serai ici quand tu seras prête. » Emma grimpa sur le lit et se blottit contre le côté de sa mère, quelque chose que les infirmières décourageaient habituellement, mais ce soir permirent. « On va attendre, maman. Peu importe combien de temps ça prend. C'est ce que papa dit toujours. Certaines promesses n'ont pas de date d'expiration. » Dehors de la chambre, invisible par la famille à l'intérieur, Élise Dubois se tenait regardant à travers la fenêtre. Elle tenait un petit bouquet de fleurs qu'elle avait apporté de la boutique de cadeaux en bas. Elle n'entra pas. Elle plaça les fleurs sur le bureau des infirmières avec une note qui disait simplement « Pour Amélie Moreau, chambre 217 ». Et elle se tint un moment de plus, regardant l'homme qui lui avait appris à quoi ressemblait l'amour quand il n'était pas commode, pas facile, pas retourné dans aucune des façons que le monde mesurait habituellement. Vincent leva soudainement les yeux comme s'il sentait sa présence. À travers le verre, leurs yeux se rencontrèrent. Élise leva sa main dans un petit salut, puis se tourna et marcha dans le couloir. Elle ne regarda pas en arrière. Elle n'en avait pas besoin. Certaines choses n'étaient pas destinées à être dites. Certaines connexions existaient dans les espaces entre les mots, dans les choses qui n'avaient pas besoin d'être dites parce qu'elles étaient déjà comprises. Parfois, être vu était le plus grand cadeau de tous. Si cette histoire d'amour inconditionnel et de fidélité éternelle vous a touché, elle nous rappelle que l'amour véritable ne se mesure pas en moments de bonheur, mais en choix quotidiens de rester présent. Vincent et Amélie nous ont enseigné que certaines promesses transcendent même la conscience et qu'aimer vraiment signifie parfois attendre sans garantie. Leur histoire prouve que dans un monde qui encourage à aller de l'avant, il existe encore des âmes qui choisissent de rester, d'espérer et de croire au miracle. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent l'amour qui n'abandonne jamais et la beauté des promesses tenues contre vent et marée.